Aux États-Unis, de violents extrémistes amorcent une campagne de terreur près de 20 ans avant l'attentat à la bombe d'Oklahoma City. Ils dévalisent des banques, sèment des bombes et détruisent tout sur leur passage. Et quand ils tuent d'innocentes victimes, les experts dans la lutte contre le terrorisme du FBI font équipe avec la police d'État pour arrêter ces violents extrémistes avant qu'ils ne passent de nouveau à l'action. L'autoroute 80 est une route isolée du nord du New Jersey. Le 21 décembre 1981, le patrouilleur Philippe Lamonaco de la police d'État obligea à se ranger un automobiliste qui avait enfreint le code de la route. Le conducteur semblait nerveux. Lamonaco constata alors qu'il était armé. Step out of the vehicle now! Keep your hands up! Back up against the car now! Stay there! Don't move! Just stay there! Got any more weapons on you? Keep stay there! Don't you move! Yes, sir, stay in the car! Stay in the car, sir! Stay in the car! Stay in the car, sir! Un automobiliste aperçut la voiture de patrouille abandonnée et s'arrêta. Il était intrigué par la présence de cette voiture vide. Dans la neige, il aperçut le corps du patrouilleur inerte et couvert de sang. Il se servit de la radio du véhicule pour appeler à l'aide. State Trooper Barracks, go ahead. I'm here on I-80. I've met a patrol car. What's your name, sir? Les agents en service au quartier de la police d'État à Blairstown furent étonnés d'entendre la voix d'un civil sur leur radio. Stay at the car, sir. We're on the way. Toutes les unités disponibles répondirent à l'appel. We have an officer shot. Officer down. Charles Coe est major au sein de la police d'État du New Jersey. Presque tous les patrouilleurs étaient alors en service. Ils ont répondu à l'appel. On a commencé par envoyer tous les patrouilleurs des autoroutes. On est toujours conscient du danger de ce travail, mais on ne pense jamais que ça peut nous arriver. On n'aurait jamais cru que cela arriverait à l'agent Lamonaco. Lamonaco était pratiquement une légende au sein du service. En arrivant sur la scène, le lieutenant Richard Ryan ne pouvait croire que son collègue avait été abattu. Philippe avait d'abord été touché à la poitrine. Il portait un gilet pare-balles, mais l'impact du projectile lui a fait tourner le corps un peu et la balle suivante l'a atteinte à l'aisselle et elle s'est dirigée droit au cœur. C'est ce coup de feu qui l'a tué. Les enquêteurs constatèrent que l'arme de Lamonaco était vide. Il avait donc tiré à 6 reprises. Le patrouilleur n'était pas mort sans se défendre. Le lieutenant John Mandress ratissa la scène du crime et y trouva d'autres indices. J'ai trouvé des fragments de verre et des douilles de projectiles de 12 mm. Ces indices étaient dans un banc de neige et un peu partout autour. À partir de la taille et du nombre de douilles de projectiles, Mandress établit que l'arme du crime était un pistolet semi-automatique d'un calibre de 9 mm. Il se mit à la recherche de l'arme, mais en vain. Des techniciens en soins médicaux emportèrent le corps de Philippe Lamonaco à l'hôpital au moment où ses 250 collègues se mettaient à la recherche de son meurtrier. Les patrouilleurs de la police d'État du New Jersey et de la Pennsylvanie arrêtèrent les automobilistes pour les interroger. Un homme se rappelait avoir vu 2 individus quitter les lieux.
Ils étaient à bord d'une Chevy Nova 1977, immatriculée au Connecticut. Les policiers établirent des postes de contrôle tout le long de la rivière Delaware. D'autres agents ratissèrent l'autoroute et les routes secondaires à plusieurs kilomètres à la ronde, à la recherche des meurtriers. La réponse a été extraordinaire. Les gens sont venus de partout pour nous aider et nous donner des pistes afin qu'on retrouve la voiture et les types responsables de ce meurtre. Quelques heures plus tard, un inspecteur de l'escouade antidrogue et un patrouilleur de l'État trouvèrent la Nova. La voiture avait été abandonnée sur une route rurale à 5 km de la scène du crime. Les enquêteurs trouvèrent l'étui d'une arme à feu vide. Ils fouillèrent le véhicule. Ils constatèrent qu'il était criblé de trous de balles. On avait tiré sur le capot et le pare-brise, notamment du côté du passager, ce qui indiquait que l'agent avait fait feu sur le passager. Les enquêteurs supposaient que c'était vraisemblablement ce passager qui avait abattu Philippe Lamonaco. Le conducteur, lui, était si pressé de se débarrasser de ce véhicule qu'il avait laissé un précieux indice derrière lui. Sur le tableau de bord, on pouvait voir le permis de conduire de certain Barry Easbury du Connecticut. Pour l'heure, le nom et l'adresse d'Easbury constituaient le seul lien avec le meurtrier de Lamonaco. Ce soir-là, j'ai quitté les lieux avec un patrouilleur et nous sommes directement allés au Connecticut pour explorer cette piste. Nous nous sommes rendus à l'adresse du conducteur située au centre-ville de New Haven. L'adresse sur le permis d'Easbury était celle d'un hôtel et non d'une maison privée. C'était une fausse piste. Plus tard, au cours de l'avant-midi, on a rencontré des agents du FBI qui nous ont appris qu'ils s'étaient rendus au même hôtel quelques mois plus tôt, dans le cadre d'une enquête sur un certain Raymond Luke Levasseur. Levasseur faisait partie de la liste des 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI. Les agents croyaient qu'il était le chef du groupe d'extrémistes Sam Melville Jonathan. On soupçonnait ce groupe responsable d'une série de vols de banques et d'attentats à la bombe. On se demandait maintenant si ce groupe n'était pas aussi responsable du meurtre du policier Philippe Lamonaco. Les agents envoyèrent le dossier de Levasseur au labo de l'État du New Jersey pour faire comparer ses empreintes digitales à celles relevées dans la Nova. Malheureusement, aucune empreinte ne correspondait aux siennes. C'était incompréhensible. Ryan examina de plus près l'avis de recherche de Levasseur. En le relisant, j'ai vu en petits caractères la dernière ligne où l'on pouvait lire « peut être accompagné par Thomas William Manning ». Les agents du FBI obtinrent alors le dossier de Manning. La photo sur l'avis de recherche était celle de l'homme qu'ils connaissaient sous le nom de Barry Easbury. Les experts purent identifier les empreintes de Manning dans la Nova, confirmant ainsi que le nom de Barry Easbury était le pseudonyme de Thomas Manning. Si Manning était mêlé au meurtre de Philippe Lamonaco, les enquêteurs avaient affaire à un dangereux fugitif. Selon les informations recueillies par le FBI, Manning avait rencontré Levasseur en prison où les deux hommes étaient écroués pour possession illégale de stupéfiants et d'armes et pour vol. Ces deux hommes avaient alors formé le groupe Melville Jackson, comme nous le raconte l'agent spécial Leonard Cross. Ils connaissaient bien les tactiques de guérilla, ayant lu plusieurs ouvrages à ce sujet. Ils avaient étudié toute la documentation extrémiste de gauche publiée pendant les années 60 jusqu'au début des années 70. Le groupe avait commencé son règne de terreur en revendiquant 7 attentats à la bombe au Massachusetts et dans l'État de New York entre 1976 et 1979, notamment ceux de 2 palais de justice. Celui de Middlesex County à Lowell au Massachusetts et celui du palais de justice de Suffolk County à Boston, où 20 personnes avaient été blessées. Selon ce qu'ils laissaient dire sur eux, les membres du groupe de Melville Jackson ciblaient les institutions et le monde capitaliste en guise de protestation contre les politiques injustes du gouvernement et des entreprises.
l'agent spécial Ed Peterson du FBI enquêtait sur ce groupe extrémiste. Je crois qu'ils se percevaient comme les sauveurs des opprimés et des nécessiteux. Mais ils n'ont jamais rien fait pour venir en aide aux démunis. Tout ce en quoi ils croyaient, c'était la violence. Les agents soupçonnaient le groupe de financer ses activités par des braquages de banques, des opérations minutieusement planifiées qu'ils exécutaient avec une précision militaire. Ces types n'étaient pas comme les criminels qu'on rencontre le plus souvent. Ce groupe organisé sillonnait la Nouvelle-Angleterre pour y commettre des crimes, dont le plus grave était le meurtre de l'agent LaMonaco. La veille de Noël 1981, 2000 agents de police venus de plusieurs États assistèrent aux obsèques du patrouilleur LaMonaco. Ce témoignage de soutien de leur part toucha profondément Donna, sa femme. J'étais ébahie de voir les voitures garées jusqu'à au moins 1 kilomètre de l'église. Ces voitures étaient celles des policiers venus assister aux funérailles. Philippe LaMonaco était l'un des patrouilleurs les plus respectés de tout le New Jersey. C'était vraiment un excellent patrouilleur. Et je crois que ce qu'il distinguait, c'était qu'il aimait profondément son travail et qu'il le respectait. C'était un des meilleurs. Les jeunes patrouilleurs l'admiraient. Il avait montré à plusieurs d'entre eux comment arrêter une voiture sur l'autoroute et y chercher des marchandises illégales. Le chef de police Clinton Pagano assura alors solennellement à Donna LaMonaco que la police d'État du New Jersey ferait l'impossible pour traduire les meurtriers de son mari en justice. Je pouvais voir qu'il était sincère. Je savais qu'il disait la vérité, qu'il ferait tout ce qu'il faudrait. J'étais alors assurée que les coupables seraient arrêtés. Peu importe qui ils étaient, on les trouverait et on les arrêterait, parce que Clinton me l'avait promis. Dans un immeuble municipal du même quartier, la police du New Jersey et de la Pennsylvanie travailla étroitement avec le FBI pour trouver les meurtriers du patrouilleur. L'escouade spéciale suivit des dizaines de pistes. Les experts en balistique interrogèrent les armuriers de la région pour savoir si l'un d'eux avait vendu des munitions de calibre 9 à un certain Barry Eastbury. Ils ont trouvé quelque chose à Stroudsburg, en Pennsylvanie, juste de l'autre côté de la rivière. 3 mois plus tôt, un certain Barry Easterly, et non Eastbury, s'était procuré des munitions de 9 mm chez un armurier de Stroudsburg. Le nom était trop ressemblant pour qu'il s'agisse d'une simple coïncidence. Si c'étaient les projectiles ayant servi à abattre le policier, l'intervalle de 3 mois entre l'acquisition de ces balles et le crime était un indice important. Cela nous poussait à croire que les coupables vivaient dans le secteur. Ils n'avaient pas fait que passer. On travaillait alors étroitement avec la police d'État de la Pennsylvanie et on l'a avisé de ce qu'on avait découvert. 2 jours plus tard, la police de ce même État reçut un appel assez particulier. Le propriétaire de maison à louer voulait loger une plainte. Un certain Charles Miller de Marshall Creek a appelé la police de la Pennsylvanie. C'était juste de l'autre côté de la rivière, dans le secteur de Stroudsburg. Miller possédait plusieurs propriétés à louer dans le secteur. Or, un chien avait été abandonné dans une de ces maisons. Il n'avait pas revu les locataires depuis près de 2 semaines. Selon Miller, cette maison était louée par un certain Barry Easterly. Une unité SWAT se rendit aussitôt à cette maison de campagne. On fouilla la maison pièce par pièce. L'occupant des lieux semblait être parti en vitesse, car il avait laissé derrière lui des vêtements, des photos personnelles et même son chien. Dans une pièce, les policiers trouvèrent de la documentation extrémiste et le croquis d'un fusil d'assaut AK-47. Dans une chambre, il y avait tous les outils de prédilection d'un extrémiste. On a trouvé toute une panoplie d'objets, des informations sur la façon de fabriquer une bombe et des éléments pour en faire. Les policiers trouvèrent également des munitions de 9 mm, soit le calibre du projectile ayant tué le patrouilleur Philippe LaMonaco.
Ils en déduisirent que cette propriété louée constituait le repère où Thomas Manning, sa femme et leurs enfants vivaient au moment du meurtre de la Monaco. Les enquêteurs mirent la main sur des documents qui jetaient la lumière sur les opérations de ce groupe extrémiste. Apparemment, ils projetaient de dévaliser une banque d'Allentown en Pennsylvanie. On avait trouvé leur plan. On a aussi découvert un compte-rendu écrit d'un de leurs vols de banque où plusieurs policiers avaient été abattus. Ils avaient dû laisser derrière eux toutes ces choses parce qu'ils étaient partis en vitesse. Dans une autre chambre à coucher, le sergent Tom Evans trouva un carnet d'adresses. On a recopié tous les numéros de téléphone qu'il contenait. Il n'y avait aucun nom, seulement des prénoms, et pas d'indicatif régional non plus. Les policiers trouvèrent aussi la photo d'un homme qu'ils furent incapables d'identifier. Selon le propriétaire, l'homme de la photo dormait dans la chambre d'invité de Manning. Les occupants de la maison l'appelaient « Oncle David ». Les enquêteurs en vinrent à se demander si cet homme n'était pas le passager de Manning le soir de l'homicide et s'il pouvait avoir été l'auteur du meurtre de l'agent Philippe Lamonaco. Les recherches d'un tueur de policiers s'étaient transformées en une traque pour trouver un groupe de terroristes nationaux. Lors du raid d'une maison de campagne abandonnée en Pennsylvanie, on recueillit des indices importants, notamment une mystérieuse photographie et un carnet d'adresses. Celui-ci contenait des dizaines de numéros. Le sergent Evans de la police du New Jersey remarqua que ces numéros n'avaient aucun indicatif régional. Un patrouilleur m'a alors dit que cela ressemblait au numéro de la région de Boston. Le lendemain matin, nous sommes allés à Boston pour vérifier ces numéros et voir quelles informations on pourrait en obtenir. Le carnet contenait au moins 100 numéros de téléphone et à côté de l'un d'eux, il était écrit « Location ». C'était le numéro de téléphone d'une société de Boston qui louait des appartements. Les enquêteurs rencontrèrent le gérant de cette entreprise. Je lui ai montré la photo et il m'a répondu « Monsieur l'agent, je ne vois que rarement ces individus. D'habitude, ils me postent leurs chèques. » Cela semblait être une nouvelle impasse. Les policiers jetèrent un autre coup d'œil au contenu du carnet d'adresses. Juste à côté du numéro de téléphone de l'agence de location, on avait écrit 275 $. J'ai alors demandé au gérant s'il avait beaucoup d'appartements à louer pour la somme de 275 $. Selon le gérant, un seul appartement avait été loué pour ce montant. Il était vacant et faisait l'objet de travaux de rénovation. Le locataire n'avait pas laissé sa nouvelle adresse. Le gérant m'a alors dit qu'on devrait parler à la petite amie du locataire. À 2 heures du matin, les agents interrogèrent la petite amie. Elle refusa de leur révéler le nom de son petit ami, mais leur donna celui du beau-père du suspect. Le lendemain matin, le lieutenant Evans se rendit en banlieue de Boston pour interroger cet homme. En voyant la photo, il a dit « Mais qu'est-ce que Dickie a encore fait ?» Et j'ai dit « Dickie comment ?» Et il m'a dit « Dickie Williams ». On a contacté le poste de commandement qui a vérifié le nom du suspect, Richard Charles Williams, et constaté que les empreintes digitales qu'on avait relevées étaient les siennes. C'est ainsi qu'on a identifié ce deuxième suspect. Richard Williams était le passager de la voiture de Thomas Manning le soir du meurtre de Philippe Lamonaco. Cet extrémiste violent était maintenant recherché pour le meurtre d'un policier. Les autorités de la Nouvelle-Angleterre joignirent leurs efforts à ceux du FBI pour traquer Manning, Levasseur et Williams. L'agent spécial Ed Peterson fut chargé d'aider la police du New Jersey dans cette chasse à l'homme. Il était primordial pour le FBI et tous les autres services policiers d'examiner scrupuleusement tous les suspects et de passer leurs contacts à la loupe. On a essayé de se mettre à leur place. On voulait comprendre leurs motivations et deviner où ils pouvaient être allés. L'escouade passa quelques heures à examiner tous les renseignements obtenus sur le groupe de Melvin Jackson. Selon les dossiers,
Les fugitifs se servaient fréquemment de pseudonymes pour cacher leur identité, et ils échangeaient des informations par le biais de boîtes postales pour ne jamais avoir à divulguer leur adresse personnelle. On savait que la tâche à venir serait ardue, parce que ces types faisaient l'impossible pour cacher leur identité. En 1981, un homme entra dans le bureau du secrétaire municipal de Brattleboro au Vermont pour faire une demande plutôt insolite. Il voulait obtenir le certificat de naissance d'un enfant mort au début des années 50. La réceptionniste trouva la situation suspecte. Brattleboro étant une petite localité, elle connaissait la famille de l'enfant décédé. How you doing, sir? Do you have any ID on you? Is there a problem? No problem, sir. I just need to see your ID. Get on the ground, but don't do it. Get out now. Get down. Get down. Down. Get down. Get. Plus tard, les policiers identifièrent l'homme comme étant Raymond Levasseur en relevant ses empreintes sur la voiture qu'il avait abandonnée à proximité de l'hôtel de ville. Ils le soupçonnaient d'avoir tenté de se forger une nouvelle identité en volant le certificat de naissance d'un enfant mort. En janvier 1982, le nom de Thomas Manning fut ajouté à celui de Levasseur sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés au pays. Les autorités se préparaient à accentuer la pression sur les suspects. 4 mois plus tard, l'agent John Markey du FBI se rendit sur la scène du hold-up d'une banque. 2 hommes cagoulés avaient volé 60 000 $ dans une banque de Burlington au Vermont. Selon l'agent Markey, la façon méticuleuse d'agir des braqueurs laissait croire qu'il pouvait s'agir du groupe de Melville Jackson. Les 3 individus sont entrés dans la banque tout de suite après la livraison d'argent par un fourgon blindé. Un homme se tenait debout à l'accueil alors que les 2 autres sont passés par-dessus le comptoir. L'un d'eux a pris l'argent dans les tiroirs et l'autre l'argent qui venait tout juste d'être livré. L'argent contenu dans les tiroirs contenait des sachets d'encre indélébile. Ils se sont emparés d'une pile de billets. Mais quand on sort ces liasses de la banque, un détecteur électronique entre en fonction et en moins de 7 secondes, il provoque la dispersion de gaz lacrymogène dans l'air et l'éclatement des sachets d'encre rouge. Ils ont alors jeté environ 20 000 $ par la fenêtre parce que les billets étaient tachés d'encre. 2 mois plus tard, 3 hommes prirent d'assaut une banque de Syracuse dans l'État de New York et s'enfuirent avec un butin de près de 195 000 $. Leur modus operandi était pratiquement identique à celui du hold-up de Burlington, à une exception près. Ils n'ont pris que l'argent qui venait d'être livré par le fourgon blindé. Ils n'ont pas pris les liasses dans les tiroirs des caissiers. Ainsi, ils n'ont pas eu le problème des sachets d'encre. J'en ai déduit que nous étions aux prises avec les mêmes types que ceux du braquage de la banque à Burlington. On pouvait en conclure qu'ils avaient décidé de laisser derrière eux le contenu des tiroirs à cause des sachets d'encre. En à peine 2 mois, plus de 235 000 $ avaient été volés dans les banques de la région. Les autorités s'inquiétaient à l'idée que le groupe de Melville Jackson puisse se préparer à une nouvelle campagne de terreur avec tout cet argent en main. Le 16 décembre, la police de White Plains, dans l'État de New York, reçut un appel de détresse. Un inconnu avait appelé le journal local pour dire qu'il avait caché une bombe dans un immeuble à bureaux. Heureusement, au moment de l'explosion, on avait pu évacuer les quelques dizaines d'employés. La détonation fut si violente que toutes les fenêtres volèrent en éclats. En fouillant les lieux, les enquêteurs mirent la main sur un communiqué laissé par un groupe se faisant appeler le Front Uni de Libération, le UFF. Le groupe revendiquait l'attentat à la bombe. Les agents qui enquêtaient sur l'affaire reconnurent le logo du groupe. Ils avaient vu un croquis d'un logo semblable dans le repère de Manning. En comparant les 2 logos côte à côte, on a vite compris qu'il s'agissait de nos suspects. Pour nous, le Front Uni de Libération qui revendiquait l'attentat était en fait un nouveau nom pour les individus coupables du meurtre de la Monaco. Au cours de l'année suivante, l'UFF revendiqua encore 4 autres attentats à la bombe. Le 14 décembre 1983,
le groupe contacta la presse pour transmettre un message terrifiant. Il menaçait de détruire les bureaux d'un sous-traitant du ministère de la Défense dans Queens. Le groupe déclara avoir laissé une déclaration écrite dans une boîte aux lettres de Manhattan. Dans cette lettre, il dénonçait l'ingérence du gouvernement américain en Amérique centrale, dans les Caraïbes et au Moyen-Orient. L'escouade anti-bombe parvint à désamorcer 2 bombes trouvées dans des mallettes. Trouver ainsi des bombes avant qu'elles n'explosent est un coup de chance, comme nous l'explique l'agent spécial John Markey. Les éléments utilisés pour fabriquer ces bombes étaient semblables à ceux des bombes du groupe de Sam Melville, Jonathan Jackson, lors des attentats des années 70. Par exemple, le type de réveil utilisé. On avait pratiqué un trou dans le cristal de quartz pour y insérer une vis en laiton. L'agent spécial Leonard Cross n'était pas trop familier avec ce mode de fabrication. Il avait enquêté sur les premiers attentats à la bombe du groupe dans les années 70. En février 1984, on lui confia la coordination de l'escouade responsable de la recherche des extrémistes. L'enquête sur ce groupe radical en était à sa 8e année. Les terroristes avaient toujours une longueur d'avance sur les autorités, en changeant régulièrement d'identité. L'agent Cross, appuyé par l'escouade du FBI, décida de tenter une nouvelle approche. On a essayé de bien définir tout ce qu'on savait d'eux. Où ils avaient vécu, où ils avaient posé des bombes, où ils avaient dévalisé des banques. On a commencé par tout indiquer ça sur un plan. Lentement, mais sûrement, on releva des constantes. Les activités du groupe étaient concentrées sur 4 États: New York, le Massachusetts, le Vermont et le Connecticut. Au printemps 1984, le FBI lança l'opération Western Sweep. Le but de cette mission, intercepter les dangereux fugitifs. En 1984, le FBI lança l'opération Western Sweep dans le but d'appréhender 3 membres clés d'un groupe d'extrémistes violents. Les agents croyaient ce groupe responsable de plusieurs attentats terroristes au pays. En outre, la police du New Jersey soupçonnait l'un des suspects d'avoir aussi tué le patrouilleur Philippe Lamonaco. Des centaines d'enquêteurs avaient sillonné le territoire de prédilection du groupe. Quand les agents découvraient les repères du groupe, le FBI dépêchait des unités SWAT pour fouiller les lieux. Mais les fugitifs avaient toujours une longueur d'avance sur la police, comme s'en souvient l'inspecteur Richard Ryan. C'était contrariant de ne jamais arriver à les arrêter. Mais nous nous disions qu'aussi longtemps qu'ils continueraient à commettre ces crimes, plus grandes seraient nos chances de les appréhender. L'agent John Markey tenta de prévoir à quel moment les terroristes frapperaient. En se fondant sur le mode de vie très particulier des membres du groupe, il mit au point une théorie ingénieuse. On leur attribuait 4 vols de banque en 1982-83 dans le nord de New York, non loin de l'autoroute 90, entre Syracuse et Albany. Markey divisa le total de l'argent volé par le nombre de jours écoulés entre les vols. Il calcula ainsi que le groupe vivait sur un budget de 737 $ par jour. Par ce calcul, on pouvait prédire à quel moment aurait lieu le prochain vol. J'en ai déduit qu'ils dévaliseraient leur prochaine banque entre le 1er et le 14 juin 1984. Les prédictions de Markey s'avérèrent justes. Le 9 juin, le groupe prit d'assaut une banque de Norfolk en Virginie. Son mode d'opération était le même. 3 hommes entrèrent dans l'établissement, 2 sautèrent par-dessus le comptoir. Ils tinrent en respect le personnel de la banque à la pointe de leurs armes. Ignorant les liasses d'argent liquide dans les tiroirs, ils s'emparèrent des sacs d'argent qu'on venait tout juste de livrer par fourgon blindé. Ils n'ont pas pris l'argent dans les tiroirs des caissiers. Ainsi, ils évitaient de se retrouver avec des sachets d'encre indélébiles et ne déclenchaient pas le système d'alarme.
Les membres du groupe semblaient devenir de plus en plus astucieux à chaque nouveau braquage. Les enquêteurs avaient désespérément besoin d'une piste, si petite fût-elle, pour enfin pouvoir faire la lumière sur toute l'affaire. L'agent spécial Ed Peterson. Peu importe que les fugitifs soient très futés ou non, on sait très bien qu'ils finiront un jour par commettre une erreur. Au cours de l'été 1984, les fugitifs commirent enfin cette erreur. Le 4 août, le propriétaire d'une entreprise d'entreposage de Binghamton, dans l'État de New York, contacta le FBI. Un de ses clients ne le payait plus depuis 2 ans. En ouvrant l'espace d'entreposage pour vendre son contenu à l'encan, il avait trouvé des choses terrifiantes. Dans un espace loué, il y avait des ouvrages sur la fabrication de bombes et sur le maniement d'armes à feu. Il y avait de la documentation sur plusieurs entreprises et beaucoup de livres extrémistes ou marxistes. Les agents trouvèrent des diagrammes sur la fabrication de bombes. On y voyait une minuterie assemblée à l'aide de vis en laiton. Or, plus tôt au cours de l'enquête, les agents avaient découvert des bombes intactes assemblées exactement de la même façon. Cette bombe devait faire exploser plusieurs bâtons de dynamite à l'aide d'une simple charge électrique. Cette conception caractéristique établissait un lien entre Levasseur et son groupe et plusieurs attentats à la bombe commis partout en Nouvelle-Angleterre. L'espace loué contenait des centaines d'indices que les enquêteurs devraient examiner, même s'ils étaient parfois difficiles à déchiffrer. On a recueilli une pile de magazines qui semblaient n'avoir aucune valeur à première vue. Mais une adresse sur un vieux catalogue de semences permit aux enquêteurs de tomber sur un nouveau nom, Jack Horning. On se rendit à l'adresse de sa maison à Ansonia, au Connecticut. Selon des voisins, Horning avait déménagé avec toute sa famille quelques années plus tôt. Le patrouilleur assigné à cette affaire croyait se retrouver encore dans une impasse. Mais il a continué d'interroger les voisins du suspect et quelques maisons plus loin, il est tombé sur la gardienne d'enfants des Horning. L'adolescente se rappelait bien les Horning. Elle déclara au patrouilleur que Mme Horning était une mère comme toutes les autres et que les enfants étaient bien élevés. Pendant tout le temps où elle avait travaillé pour les Horning, il n'était rien arrivé d'anormal. Puis elle se souvint d'un détail particulier. Un jour qu'elle était sortie avec Mme Horning, elles avaient eu un accident d'auto. Se fiant à son intuition, le patrouilleur suivit cette piste et consulta la régie des véhicules du Connecticut. Il ne trouva aucun accident impliquant une Mme Horning, mais il y avait un rapport d'accident qui avait eu lieu au même endroit et le même jour. Ce qui nous a aidés, c'est qu'on avait noté le nom de la gardienne qui était passagère du véhicule accidenté. Le nom de la conductrice n'était pas Horning, mais bien Himes. Le permis de Judy Himes était maintenant périmé, ayant été remplacé par un permis de conduire de l'État de New York en 1980, puis remplacé de nouveau par un permis de conduire délivré en Ohio. Selon la régie des véhicules, ce dernier permis était toujours actif. Le nom de Judy Himes, de même que son adresse à Columbus, fut acheminé au sergent Tom Evans. J'ai alors contacté la police de Columbus et j'ai demandé qu'on me dise ce qu'il y avait à cette adresse. On m'a répondu que c'était une boîte postale. Cela nous indiquait que c'était bien nos suspects, car cela correspondait à leur façon de procéder. Ces types ne recevaient jamais leur courrier à la maison. À Columbus, le FBI loua une maison en face de la boîte postale. De là, les agents pourraient filmer les lieux. Cette boîte postale était accessible 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Il serait difficile de la surveiller. Le 3 novembre, 3 semaines et demie après le début de la surveillance, une femme vint ouvrir la boîte postale. Les enquêteurs l'identifièrent comme étant la femme de Raymond Levasseur. C'était la première fois en 10 ou 12 ans que les autorités pouvaient voir ces gens.
Vous pouvez donc vous imaginer le niveau d'adrénaline de nos agents. La femme du fugitif constituait le seul lien entre les terroristes et les forces de l'ordre. Plutôt que de procéder à son arrestation, les agents la prirent en filature en espérant qu'elle les conduirait à son mari. En 1984, le FBI et une escouade spéciale étaient à la recherche d'un groupe de terroristes. Ces violents extrémistes étaient soupçonnés d'une série de hold-up et d'attentats à la bombe, en plus du meurtre d'un patrouilleur de l'État du New Jersey. Les enquêteurs avaient retrouvé la trace du groupe en fouillant un espace d'entreposage au Connecticut, ce qui les mena à une boîte postale à Columbus, en Ohio. Après une décennie, leur seule piste vers les terroristes était la femme du leader Raymond Levasseur. Les agents la prirent en filature après qu'elle eut recueilli son courrier à la boîte postale. Ils savaient que, comme le reste du groupe, la femme de Levasseur était passée maître dans l'art de cacher ses traces et qu'elle pourrait s'apercevoir qu'elle était suivie. Ils prirent donc soin de rester à distance en la faisant surveiller par voie des airs au cas où elle leur échapperait. Elle a emprunté et quitté l'autoroute à plusieurs reprises, en s'arrêtant, en regardant tout autour d'elle, en prenant aussi les routes secondaires. Ça a été difficile. 2h30 plus tard, la suspecte s'arrêta devant une maison de Deerfield, en Ohio. Le patrouilleur Richard Tao surveilla la maison à distance. Environ 20 minutes plus tard, un homme est sorti de la maison. Il est monté dans sa voiture et est parti. L'homme était Richard Williams. Il était recherché pour le meurtre du patrouilleur Philip LaMonaco de la police d'État du New Jersey. Les agents du FBI suivirent Williams jusqu'à son repère à Cleveland. Ils devaient maintenant surveiller deux maisons à 100 km l'une de l'autre. À l'un de ces endroits, il y avait le présumé meurtrier de Philippe LaMonaco et à l'autre le fugitif Raymond Levasseur, dont le nom figurait en tête de liste des 10 hommes les plus recherchés par le FBI. Les équipes ont maintenu la surveillance des lieux jusqu'au matin. Vers 9h40, les Levasseurs quittèrent la maison. L'unité SWAT passa à l'action. On arrêta Levasseur et sa femme. On a aussitôt transmis la nouvelle de l'arrestation de Levasseur à l'équipe en Ohio. L'équipe a alors voulu prendre d'assaut le repère de Cleveland. À Cleveland, les agents cernèrent la maison de Richard Williams. Celui-ci, un présumé meurtrier et un terroriste, se rendit sans opposer de résistance. Après plusieurs années de travail acharné, l'escouade put enfin capturer 2 des 3 hommes recherchés en moins d'1 heure. On détenait Raymond Levasseur et sa femme et Richard Dickie Williams. Les seuls suspects qu'il restait à arrêter étaient Tom Manning et sa femme. Les agents bombardèrent Richard Williams de questions à propos de l'endroit où se trouvait Thomas Manning. Williams ne prononça pas un mot pendant plusieurs heures. Plus le temps passait et plus les fugitifs auraient le temps de prendre la fuite. Finalement, Williams céda sous la pression en révélant les adresses des 3 repères à Jefferson en Ohio. L'un de ces repères était celui de Thomas Manning. Nous nous sommes rendus à cet endroit et nous y avons mené des fouilles exhaustives. La tactique de Williams de garder le silence avait porté fruit. Les Manning avaient eu le temps de prendre la fuite. Mais pas assez toutefois pour éliminer toutes leurs traces. Dans le repère, les enquêteurs trouvèrent des pistolets, de fausses pièces d'identité et 32 000 $ en argent liquide. Ils trouvèrent également un rapport détaillé de 1000 pages sur les activités du groupe.
Dans une chambre, on découvrit un balayeur d'ondes radio, syntonisé sur une fréquence utilisée par le FBI. Dans une autre pièce, les agents trouvèrent des explosifs et du matériel de fabrication de bombes. Il y avait également un assortiment de plusieurs pièces, notamment les mêmes vis en laiton caractéristiques que celles des bombes intactes trouvées entre 1976 et en 1983. On recueillit un pistolet semi-automatique d'un calibre de 9 mm. Au laboratoire judiciaire du FBI, les techniciens analysèrent l'arme à feu. Ils comparèrent ensuite le projectile extrait de la blessure fatale du patrouilleur Philippe LaMonaco au projectile obtenu lors de tirs d'essai avec le pistolet en question. On a pu déterminer que cette arme avait abattu Philippe LaMonaco. Bien qu'on eût finalement trouvé l'arme du crime, il serait difficile de retrouver son propriétaire, car quelqu'un avait limé le numéro de série. Les techniciens appliquèrent une solution spéciale leur permettant d'identifier ce numéro. Il était à peine lisible. Ayant réussi, ils purent déterminer que l'arme avait été achetée dans une armurerie de Norfolk en Virginie par une certaine Deborah Ann Fury. Celle-ci avait donné une adresse à Virginia Beach. Les enquêteurs se rendirent à cette adresse. Il s'agissait encore une fois d'une boîte postale. Une équipe de surveillance se posta devant pour voir qui viendrait chercher le courrier. Une femme vint bientôt pour ouvrir le casier et les agents purent l'identifier. C'était Deborah Ann Fury, la femme de Thomas Manning. Le FBI avait enfin trouvé la personne qui les conduirait au dernier membre d'un violent groupe d'extrémistes. L'agent spécial Leonard Cross. On était sûr que le couple possédait un balayeur d'ondes radio et qu'elle trouverait les fréquences utilisées par la police et le FBI. On disposait alors de radios spéciales encodées. Elle ne pourrait donc pas entendre nos communications. On l'a prise en filature et elle nous a conduits vers le nord. La femme de Manning conduisit les enquêteurs jusqu'à une maison à Norfolk, soit à seulement 30 km plus loin. Il ne voulait pas l'arrêter tant qu'il ne serait pas sûr que son mari était à la maison. Une heure plus tard, ils la suivirent de nouveau jusqu'à un centre commercial à proximité. Pendant qu'une équipe d'arrestation appréhendait la femme, une autre équipe passa à l'action chez Manning. Celui-ci était dehors, ignorant qu'on le surveillait. Il n'était pas armé. On a pris la décision de passer à l'action, car ainsi, il n'y aurait pas de blessés. Thomas Manning, le dernier terroriste du groupe, fut arrêté dans sa propre cour. En 1987, Thomas Manning et Richard Williams ont comparu à Somerville au New Jersey. Donna LaMonaco, la veuve du patrouilleur Philippe LaMonaco, était présente lors de leur procès. C'était très important pour moi d'être présente. Je devais savoir exactement comment les choses s'étaient passées. Je voulais être sûre que c'était bien eux qui avaient tué Philippe. Les deux hommes qui se qualifiaient de révolutionnaires ont été condamnés à la prison à vie pour le meurtre de l'agent Philippe LaMonaco. Ils ont écopé de peines additionnelles pour leur rôle dans une série de vols de banque et d'attentats à la bombe à partir de 1975. Lors d'un autre procès, la femme de Thomas Manning a été reconnue coupable de complot et a été condamnée à une peine de 15 ans de réclusion. Raymond Levasseur, lui, a écopé de 45 ans d'incarcération pour son rôle au sein du groupe terroriste. Sa femme a recouvré la liberté après quelques mois de détention. Je crois qu'il est primordial de dire les vraies choses à propos de Levasseur, Manning et Williams. Ils n'étaient rien d'autre que des criminels. Ces types se disaient des combattants pour la liberté, des révolutionnaires. Mais en fin de compte, ils n'étaient que des criminels. Il n'y a rien à ajouter à cela. Quand vous dévalisez des banques, que vous posez des bombes et que vous abattez un policier qui ne faisait que son travail,
Vous êtes un criminel. Un point, c'est tout. 2 décennies se sont écoulées depuis la mort de Philippe Lamonaco, et pourtant, les gens laissent encore des fleurs et des petits drapeaux aux abords de l'autoroute du New Jersey dont il assurait la surveillance.